En un siècle, l'espace public s'est complètement transformé. Toutes les institutions s'en trouvent remises en cause. Aujourd'hui, Studio Lacan se penche spécifiquement sur le journalisme, aussi appelé le quatrième pouvoir, en raison de son rôle crucial dans l'exercice des libertés. Pour en parler, nous allons recevoir Ève Scheftel, journaliste à Libération. Et puis ensuite, pour notre actualité de la psychanalyse, nous accueillerons Ligia Gorini et Gil Garose, tous deux directeurs du prochain congrès de l'Association mondiale de psychanalyse. C'est parti! Bonjour Ève Scheftel, merci d'avoir accepté l'invitation de Studio Lacan. Merci pour votre invitation. Vous êtes journaliste à Libération depuis 2021. En 2020, vous publiez Le Maire et les barbares chez Albin Michel, un ouvrage retentissant dans lequel, après une enquête minutieuse qui court sur plusieurs années, vous décrivez de façon dûment documentée les rouages d'un système où, pour s'assurer de la prise de pouvoir des mairies des villes de banlieue, certains politiques n'hésitent pas à passer de véritables pactes avec les islamistes radicaux et la voyoucratie locale, de plus pas n'importe laquelle, puisque les barbares fait référence au gang des barbares et au meurtre antisémite atroce d'Ilan Halimi. Vous décrivez donc dans cet ouvrage une véritable politique de clientélisme mafieux de certains pouvoirs locaux sous les fenêtres de la République. Alors cela a valu à votre enquête la couverture du journal Le Point et de nombreux échos médiatiques, mais aussi des procès en diffamation en cours d'instruction ou conclus, je ne sais pas, vous nous direz, par le président de l'UDI et maire de Drancy de l'époque, particulièrement concerné par votre enquête et d'ailleurs par les affaires judiciaires. Mais cela vous a surtout valu une réputation d'excellence et la qualité de votre travail journalistique a fait l'unanimité. Alors c'est sur ce métier de journaliste dans l'espace médiatique et politique contemporain que nous voulons principalement vous interroger. Et peut-être pouvons-nous commencer en vous demandant le parcours de formation, mais pas seulement, qui vous a conduit, vous, à exercer ce métier, ainsi que peut-être les partis pris, les engagements éthiques que cela implique pour vous. Alors, aussi loin que je me souvienne, ce métier m'attirait parce que je me disais, on peut poser des questions à des gens, on peut le faire sans autorisation. Enfin, en tout cas, on est autorisé par son métier à le faire. Et j'étais très curieuse, étant enfant unique, de la vie des autres, des adultes, hein, pour commencer autour de moi, mais au-delà. Et voilà. Et ce métier répond d'abord, je pense, à une curiosité de l'autre, et puis de ce qui se passe dans la société, évidemment. Alors, j'ai fait des études de lettres, classiques, et j'ai pas fait d'études de journalisme parce que j'avais déjà une licence, etc. Donc faire une école, ça supposait 2 ans encore d'études. Et j'ai commencé en 2001, au moment du 11 septembre, en fait, où j'étais toute jeune journaliste au bureau de l'AFP à New York.
Et c'était un été très calme d'ailleurs. Et voilà, quand est survenu cet événement qui peut-être ne se reproduira pas. Enfin, vous étiez à dans ma vie au moment du 11 septembre. Voilà, exactement. Donc j'ai commencé comme ça par un énorme événement. C'était une entrée un peu fracassante en matière. Et ensuite, je suis restée 20 ans, quasiment 20 ans à l'AFP, où j'ai occupé différents postes dans différents services. Et en 2014, en fait, assez inquiète de ce qui se disait sur la montée de l'antisémitisme en France, et notamment avec Dieudonné, qui à l'époque avait des grands succès d'audience. J'ai demandé vraiment à être envoyée comme correspondante de l'AFP à Bobigny. Donc l'AFP a plusieurs bureaux en banlieue parisienne pour couvrir l'actualité de cette région très dense, quoi. Voilà, c'est comme ça que j'ai été plusieurs années en poste à Bobigny, et c'est suite à cette expérience et à la connaissance du terrain, enfin de ma découverte de ce qui se passait d'une ville sous emprise, sous emprise mafieuse, que j'ai décidé d'écrire ce livre. Voilà. Donc au fond, c'est une question. Est-ce qu'il y a un parcours de formation classique pour devenir journaliste? Vous, c'est pas la voie, si je comprends bien, que vous avez empruntée, premièrement. Et deuxièmement, vous êtes arrivé au journalisme par d'abord un événement, mais aussi par un engagement. Enfin, puisque vous dites là que c'est, entre autres, sur la présence médiatique de l'antisémitisme et de Dieudonné que vous avez été... oui, tout à fait. En fait, je voulais aller voir par moi-même parce que ça m'angoissait beaucoup, ce qui se passait, et je lisais des choses dans la presse, mais je voulais voir par moi-même, en fait. Je me suis dit, je me ferai une meilleure idée si j'y suis. Et d'ailleurs, j'ai découvert que cette question n'était pas forcément centrale. C'est pas forcément en banlieue. Enfin, j'ai découvert que les gens en banlieue avaient des aspirations tout à fait normales, même s'ils étaient travaillés un peu au corps par les réseaux, notamment les réseaux islamistes. Mais que sinon, les aspirations des gens, c'est d'avoir un logement, un métier, et surtout l'éducation des enfants, c'est très important pour eux. Comme pour tout le monde, mais voilà, en particulier là-bas, l'émancipation reste quand même vraiment un projet, quoi. L'émancipation par l'école. Ouais, voilà ce que j'ai découvert. Sur la question du journalisme comme tel. Oui. Alors, récemment, on va commencer peut-être par là. Récemment, le journal du dimanche a défrayé la chronique, et vous avez tweeté, j'ai vu ça, la lecture du JDD, c'est la déprime. Alors voilà, pour ouvrir ce studio Lacan, qu'est-ce que cette affaire nous enseigne sur la démocratie selon vous et sur le journalisme? Y a-t-il péril dans le journalisme aujourd'hui? Alors... c'est vrai qu'il y a une polarisation, en fait, de plus en plus grande de la société et des médias. Et cette polarisation est notamment... se joue à tous les niveaux. Des médias, des réseaux sociaux et de l'espace politique, évidemment. Donc, ce que j'aimais bien dans le journal du dimanche, c'était que... C'était un journal assez centriste, en réalité, où on pouvait trouver des plumes plutôt de droite, de gauche. Évidemment, avant tout, aussi des très bons journalistes qui font leur métier avec, peut-être pas en toute objectivité, mais en tout cas avec cet idéal d'impartialité qui est quand même celui du journaliste. Voilà, évidemment, la distinction cardinale entre les faits et l'opinion. Dans Libération, du week-end, il y a les pages éditos sont bien marquées. Donc les éditos, c'est là où on peut donner son avis. Il y a des éditocrates, éditorialistes professionnels. Voilà, c'est pas des. Enfin, ça a donné le nom à l'éditocratie. Il y a des éditorialistes professionnels, mais il y a aussi des journalistes. Nous, on est incités à le faire dans Libération, qui peuvent, parce qu'ils ont un avis vraiment informé sur un sujet, donner leur avis. Mais normalement, cette distinction cardinale, en fait. Tend à s'effacer. Et au journal du dimanche, quand j'ai ouvert le journal du dimanche, donc après la reprise par Bolloré, j'ai été absolument frappée par le fait que tout le journal était orienté politiquement. Par exemple, le dossier principal, c'était sur l'école, mais il s'agissait de dire qu'à l'école publique,
un sondage avait été commandé, les questions de sexualité inquiétaient les parents, il y avait une inquiétude là-dessus. On comprend, se basant sur un sondage dont les questions étaient manifestement très orientées, on sait qu'il y a des fantasmes récurrents par rapport à l'enseignement de la théorie du genre à l'école. Enfin voilà, on se souvient en 2014, au moment des ABCD de l'égalité, ça revient là avec Evras en Belgique, là, ce manuel Evras, etc. Donc il y avait ça. Il y avait un article sur le succès des écoles hors contrat. Ensuite, un article sur la tournée de Nicolas Sarkozy de promotion de son livre, également très élogié. Enfin, en fait, l'ensemble du journal était coloré. Et donc, c'est vrai que là, j'ai eu un mouvement d'humeur parce que j'avais une sorte de rituel j'allais à la piscine, puis après, j'allais acheter le journal du dimanche et je le lisais en prenant un café. Et là, je me suis dit, je vais plus l'acheter si c'est ça. Voilà. C'est ce que j'appelle la polarisation, en fait. En même temps, vous avez déjà en partie répondu à la question parce que vous parlez de l'impartialité propre au bon journaliste, comme vous dites. Oui. Mais en même temps, on se disait que le journalisme d'opinion, enfin ou plus précisément les journaux qui ont une ligne éditoriale orientée et engagée politiquement, c'est de toujours. Enfin, Libération, l'Humanité, Figaro, enfin, ce sont des organes de presse qui ont une ligne politique. Et donc, est-ce qu'il y a une différence, au fond? Ou est-ce que vous feriez une différence entre ce dont on vient de parler et, au fond, l'orientation politique que peut revendiquer un journal? Oui, je ferais quand même une différence parce que, par exemple, évidemment, le champ médiatique était structuré de l'humanité à, on va dire, à valeur actuelle avec, après, donc, Humanité, Libé, Le Monde qui est plutôt centriste, on va dire, ensuite Le Figaro, peut-être valeur actuelle, je sais pas. J'en oublie avec La Croix qui a un positionnement un peu différent, etc. Mais en tout cas, par exemple, pour ce qui est du Figaro, ça me semble être un journal avec des partis pris forts, etc. Un journal qui est plutôt orienté à droite, mais qui est un journal sérieux où les informations sont recoupées. Voilà. C'est par rapport à cette question. C'est-à-dire que être journaliste, c'est quand même un métier. Enfin, je veux dire, même si tout le monde s'autorise à l'être, très bien, moi j'ai pas, c'est pas parce que j'ai la carte de presse que je revendique une exclusivité, mais enfin c'est quand même un métier qui obéit à des règles. L'information se produit, c'est un produit, enfin on produit l'information et notamment des règles de recoupement, de vérification, et c'est une responsabilité aussi. Je pense que c'est important de le dire, c'est qu'être journaliste, c'est une parole qui va être publique, qui va être diffusée. Et donc, on est responsable de ce qu'on écrit, c'est-à-dire, parmi la véracité est très importante, ne pas effectivement diffamer, hein, c'est pour ça que la loi sur la presse encadre, la liberté d'expression est encadrée en France, hein, on n'est pas comme aux États-Unis, donc elle est très encadrée donc, par l'indiffamation et l'injure, donc on doit veiller à ne pas diffamer, exactitude, véracité, effectivement, bonne foi, on va dire. Enfin, il y a un certain nombre de critères qui ne sont pas réunis aujourd'hui, par exemple, non seulement dans certains médias, mais aussi, y compris à la télévision, hein, qui est devenu le média par excellence. On va dire, ça touche pas à mon poste, étant un peu la caricature, mais enfin, c'est des millions de vues. Hein. Ils font les scores que faisaient les journaux avant. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les journaux ont des audiences beaucoup plus faibles, alors que le journalisme, pour moi, c'est l'écrit avant tout, quand même. Parce que le journalisme est lié à l'écrit, à la culture de l'écrit. Donc à une culture à la raison et aux lumières, en fait. Enfin, c'est ça l'origine du journalisme. Donc tout ça me mène un peu loin, mais pour dire que... Oui, c'est intéressant sur la question de la véracité, je trouve. Véracité, vérité, bon. Oui, et qu'on ne peut pas écrire n'importe quoi. Enfin, je veux dire, on a conscience... Ce qui est pas le cas des blogueurs ou des... Des blogueurs. Je voulais vous emmener sur cette question. Sur les réseaux sociaux, en fait...
Oui. Alors, moi, je ne dis pas que les réseaux sociaux sont inutiles, qu'il faut les fermer. Je m'en sers beaucoup, je suis présente, ça m'intéresse. Je trouve que les gens, c'est bien qu'ils puissent s'exprimer. C'est un espace démocratique, sans aucun doute. C'est une agora, et tant mieux si les gens s'expriment. En plus, sur Twitter, que j'aime bien, ils s'expriment par écrit, donc quand même... Oui. Un effort qui doit être fait. Quand on fait des fils, il faut développer, argumenter. Et puis, pour convaincre, il faut quand même aussi faire un vrai effort de vérification. Donc, ça a été aussi un espace qui a révélé, en fait, des experts, des gens qui avaient vraiment des choses à dire. Et voilà, on l'a vu pendant le Covid. Et ça, c'est... Ceci dit, ça résonne aussi avec ce que disait Monique Cantos-Perber en 2021, c'est-à-dire la liberté de parler s'est perdue dans la viralité des réseaux. Il y a quand même quelque chose là d'une bascule. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a aussi une prime, effectivement, aux informations qui font le buzz, etc. Donc, avec... parfois, la prétention de certains internautes à être journaliste à la place, à faire le travail des... Voilà, on sera tous journalistes, et or les informations ne sont pas vérifiées, d'où la création vous savez, de tous ces sites de ce qu'on appelle de fact-checking, de vérification de l'information, qui ont éclos ces 10 dernières années pour contrer le phénomène des fake news. Et donc, ils font un travail... de débunkage, on appelle ça. Ils prennent les informations et ils rétablissent la vérité. Moi, j'ai un petit problème avec ça parce que je trouve que c'est... Alors. Le problème, c'est que en fait, c'est une posture d'autorité et qui renforce en fait finalement la défiance contre les journalistes, parce que avoir un journaliste qui vous dit non, c'est faux, ce que vous avez dit, parce que souvent ça commence comme ça, les articles de fact-checking commencent par non, il est faux de dire, etc. On oppose une vérité à une autre. Voilà, on oppose une vérité à une autre, et je pense que c'est assez maladroit. C'est-à-dire que je suis pas sûre que l'effet pour rétablir la vérité, des faits en moins, soit aussi efficace que ne l'a été l'intox viral, enfin la rumeur, l'effet de propagation de la rumeur. Donc c'est toujours délicat en fait. Oui, la question de la rumeur n'est pas nouvelle non plus, mais quand vous définissiez de façon très précise ce qui relevait pour vous de l'éthique du journalisme, et particulièrement de cette référence à l'écrit, est-ce que, avec l'époque actuelle, comme on dit un peu facilement, vous considérez qu'il y a là quand même quelque chose qui est, dans cette définition rigoureuse du journalisme, mise en danger ou en difficulté, je dirais, par rapport à, comme vous disiez, l'ampleur que peut prendre toute la dimension du dit journalisme qui s'est développé dans les nouvelles formes actuellement. Je pense qu'effectivement la perte de, comment on pourrait dire, de prééminence de l'écrit au profit de l'image, avec une croyance dans l'image très forte, que l'image a raison, alors que l'image peut être manipulée. Ça a des conséquences, à mon avis, assez fortes, parce que c'est aussi la mémoire, c'est aussi... En fait, écrire un article, c'est convoquer sa mémoire, c'est convoquer le passé, c'est convoquer ce qu'on a lu aussi. Ça veut dire que pour écrire, il faut avoir beaucoup lu. Et alors que... Simplement laisser tourner une caméra ou organiser un débat un peu rapide entre deux personnes, etc., où ce qui importe, c'est à un moment donné le clash qui va avoir lieu, ça convoque pas autant de choses, en fait. Et je pense que là, effectivement, je pense que le développement des rumeurs, mais des rumeurs qui sont
qui sont validées comme étant des informations, enfin, qui ont une sorte labellisées comme des vraies informations, est liée aussi à la perte, quoi, de l'écrit. Oui, d'ailleurs, on a eu l'occasion de discuter un petit peu avant. Ça nous avait frappé. Vous disiez effectivement ce que vous évoquez déjà là à l'instant, qu'il n'y a pas de vérité comme telle de l'image. Vous allez même un peu plus loin en disant qu'il n'y a pas de vérité comme telle du terrain. Et vous insistiez sur l'importance encore plus cruciale à l'heure actuelle de ce que vous appelez l'interprétation nécessaire. Et c'est un point qui nous intéresse évidemment sur la question de l'interprétation. Donc peut-être si vous pouvez en dire un petit mot. Oui, c'est-à-dire que en fait, pour raconter une histoire, enfin, le journaliste, il raconte quand même une histoire, il raconte ce qui s'est passé. Il suffit pas d'être effectivement de tendre un micro ou de laisser tourner une caméra. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas un rôle, hein. On voit des choses, on entend des choses, etc. Mais ensuite, d'abord, il faut interroger d'autres personnes, hein, quand ça peut être les institutions, etc. Voilà, et donc le pluralisme est très important, des sources, et pour recouper. Et ce que je disais, c'est que l'information est le produit de cette pluralité de points de vue, en fait, sur une réalité. Il y a ce que vit effectivement l'habitant, je ne sais pas si par exemple il y a une histoire d'intoxication, il y a les victimes, mais il y a aussi comment va réagir les associations, l'institution, la préfecture, etc. Donc finalement la vérité, ou en tout cas l'information va émerger de ce travail, voilà, de pluralité, quoi, de ces voix plurielles, en fait. Mais après, il faut quand même aussi, à un moment donné, pouvoir aussi donner au lecteur, donner un point de vue, une orientation sur, voilà ce qui s'est passé, etc. Faut avoir un petit peu le courage de le faire. On peut se tromper aussi, hein, mais ce que le point sur lequel on en avait parlé, c'est aussi ce qui a changé aussi, c'est que il y a une pression très forte quand même aujourd'hui des militants qui s'exercent sur les journalistes, et c'est la question de la censure. C'est la question, je pense que c'est un point important quand même. Par rapport vous disiez les conditions d'exercice du métier, certes, il y a la prise du pouvoir, enfin ça a toujours existé, mais de ces milliardaires qui ont un agenda politique, c'est le cas de Bolloré, qui ont un vrai agenda politique, et donc ça se voit très vite dans les pages d'un journal. Mais il y a aussi effectivement la question de la censure, et pour moi la censure, elle vient plus de l'État, enfin de façon, elle peut venir de l'État. On l'a vu récemment là, avec une journaliste de Disclose qui a été placée en garde à vue pour atteinte au secret de défense. Donc ça arrive, je ne dis pas que ça n'arrive pas, et ça arrive sans doute trop. Mais moi, je suis plus frappée par les pressions que peuvent exercer les militants, les intimidations en fait. Évidemment que là, on n'est même pas dans l'intimidation, on est dans le massacre, mais Charlie Hebdo, c'est quand même produit. Au départ, c'était des pressions, c'était des procès, ça a été un incendie, puis ça a fini par la Kalachnikov quand même. Donc ça, je veux dire, on vit tous sous l'empire de ça. Je pense que quand on est journaliste en France, on sait que on peut se faire flinguer, on peut, enfin, c'est une rédaction entière, si on aborde certains sujets, sans précaution, et je dis pas qu'il faut en avoir, mais parce que l'humour, l'humour avec une précaution, c'est pas l'humour, l'humour, la caricature, toute une tradition française, et l'excès en fait partie, etc. Mais je pense qu'on peut pas aujourd'hui être journaliste sans avoir à l'esprit ça, et tous les effets de censure que ça produit, et d'autocensure que ça produit. Alors il y a effectivement, il y a les militants, il y a les militants islamistes, mais il y a aussi les militants écologistes, et puis il y a les militants féministes radicaux ou transactivistes, et en fait tout cela, ils sont là, ils ont un rôle, alors en tout cas pour les écologistes, ils ont un rôle d'alerte important, et grâce au soulèvement de la Terre, je me suis intéressée au projet Lyon-Turin. Je ne connaissais pas ce sujet. C'est parce qu'ils avaient organisé une manifestation que je me suis dit, mais il faut que je m'y penche.
Et je me suis rendu compte que c'est pas parce que c'était un projet ferroviaire que c'était un projet génial et que voilà. Donc très bien, moi je suis pas du tout. Enfin, je pense qu'ils ont un rôle d'alerte très important. Mais à nous deux journalistes, voilà, de garder une distance par rapport à ces prises de parole militantes. On ne doit pas être leur relais. On ne doit pas être leur relais, on ne doit pas être des propagandistes d'aucune cause. Et si on est indépendant, on l'est de tous les pouvoirs. Voilà. Et le pouvoir, c'est pas que le pouvoir politique. Le pouvoir, il n'est pas qu'à l'Élysée, à Matignon, dans les ministères. Il est dans les partis politiques et il est effectivement sur les réseaux sociaux avec les menaces de campagne qu'on peut avoir, comment on appelle ça quand on est pris pour cible, enfin de harcèlement, enfin voilà, de harcèlement. Il peut être, voilà, il peut être. Il est beaucoup plus diffus, voilà. Voilà, la menace est beaucoup plus diffuse. Quand vous dites indépendant de tous les pouvoirs, ça résonne avec une phrase que vous écrivez dans votre livre. Je me permets de la citer. Après avoir été alerté donc sur l'affaire dont vous parlez dans votre livre, vous dites « Pendant 2 ans, je ne fis rien. Reprendre une enquête de cette dimension, je ne m'en sentais pas capable. J'espérais secrètement qu'un confrère, mieux rompu aux enquêtes difficiles, me déchargerait de cette responsabilité en vain. » Donc je me dis que là aussi, il y a une indépendance, enfin un arrachement à soi-même. Je trouve en tout cas que vous y êtes allé courageusement, et je me dis que dire dans votre métier a donc aussi une forte résonance avec cet engagement personnel dont vous avez parlé déjà un peu au début. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus ? Sur la prise de risque, par exemple, c'est vrai que à Bobigny, quand j'ai entendu parler de cette des liens en fait qu'on m'a alerté, c'est pas moi d'ailleurs, c'est un citoyen qui est venu me voir, militant socialiste, qui est venu me trouver, qui m'a dit voilà, tu devrais creuser. Puis au début, je trouvais ça trop lourd pour moi. Enfin, c'est vrai que j'avais peur aussi, effectivement, parce qu'il y avait l'ombre d'Ilan Halimi quand même qui continuait à planer sur cette ville. Avec tout ce qu'elle véhicule de peur, de représentation, et puis à un moment donné, il a insisté en fait, il est revenu plusieurs fois à la charge et je me suis dit si j'étais médecin et qu'on venait me voir, je peux pas dire ah bah non, je suis désolée, je vais pas vous soigner quoi. Enfin voilà, et c'est un peu la même chose là. Je me suis dit il vient me voir, je suis journaliste, il me demande d'écrire sur sa ville parce que sur ce qui se passe, dans l'espoir que la médiatisation conduise à ce que la ville soit libérée de cette emprise, ce qui a été le cas parce que l'équipe au pouvoir a perdu les élections, donc ça a vraiment marché. Et je peux pas me défiler. Enfin, j'ai essayé de me défiler, mais à un moment donné, je pouvais pas me défiler parce que je me suis dit, sinon, je fais un autre métier. Voilà, tout simplement. Enfin, je pense que c'est comme les psychanalystes, à un moment donné, on peut se dire, oui, quand on vient nous trouver, on répond, quoi. Voilà, on répond, même si on peut se dire à un moment donné, je suis pas compétente, peut-être aller voir quelqu'un d'autre, ou j'en sais rien, mais quand même on essaye de répondre, et c'est vrai qu'on vient me voir très souvent, on m'envoie des mails, je suis très sollicitée, tous les journalistes c'est le cas, et avec souvent des habitants qui me racontent des situations terribles d'injustice. Malheureusement j'ai pas le temps de répondre à tout, j'essaye quand même de répondre, mais oui, enfin je pense que c'est c'est la beauté de ce métier. Mais... Si on fait une lignée entre censure, intimidation, il y a aussi la dimension de la judiciarisation du monde en général, mais vous êtes l'exemple vivant au fond des procès qui sont faits aux journalistes. Et on entend même que certains se sont fait une spécialité d'intenter des procès dès qu'un article ou une enquête journalistique est ouverte pour, au fond, décourager. Donc cette judiciarisation est quelque chose qui pèse énormément sur le travail de journalisme aussi.
Oui, alors c'est vrai que c'est ce qu'on appelle les procédures bâillons, hein, vraiment comme un bâillon. C'est-à-dire que c'est des procédures qui sont destinées à intimider et à étouffer financièrement aussi. Alors le journaliste, ça peut être aussi un opposant politique. Voilà. Donc on utilise la loi sur la presse, donc comme je vous disais, qui encadre la liberté d'expression, donc l'injure d'un côté et la diffamation surtout, en disant, par exemple, un élu, bon, ça a été le cas, dit « j'ai été diffamé par tel écrit, tel propos, etc. Et donc, je fais un procès ». La caractéristique du droit dans ces cas-là, c'est que la mise en examen est automatique. Donc déjà, celui qui poursuit peut se prévaloir de ça en disant « regardez, elle est mise en examen ». Donc ça veut dire que, parce que dans l'esprit des gens, être mis en examen, c'est presque déjà être coupable. La mise en examen est automatique. Ensuite, le procès a lieu. Et en fait, autant l'élu, lui, peut en général, se fait voter ce qu'on appelle la protection fonctionnelle, c'est-à-dire la prise en charge de ses frais de justice par la collectivité. Voilà. Alors, quand c'est le cas d'une entreprise, bah, c'est l'entreprise qui va prendre en charge. On citait Bolloré, effectivement, qui a fait plusieurs procès comme ça en diffamation ou d'autres. Mais quand c'est un élu de la République, lui, ça ne lui coûte rien. En revanche, effectivement, le journaliste ou le blogueur ou l'opposant qui est l'objet de la procédure doit payer un avocat, doit aller répondre aux convocations, etc., des juges et tout ça. Donc, c'est très lourd et effectivement, ça empêche de faire son métier sereinement. Bon, ça fait partie du jeu. Mais là, c'est vrai que c'est l'objet d'un livre là, que j'écris actuellement. Oui. Et j'espère que... je voudrais dénoncer ça parce que c'est très, très courant en France. C'est un sujet qui est pour l'instant un peu sous les radars, et notamment dans plein de petites villes où les maires se servent de cette arme-là judiciaire pour étouffer en fait leurs opposants au moindre prétexte. Il a écrit sur le compte Facebook, il a critiqué telle décision municipale, comme en fait on en a le droit, dans lequel la liberté d'expression, et bam, il se prend une procédure judiciaire. Et ça me permet de dire une dernière chose par rapport à ce que vous disiez sur l'importance des réseaux sociaux. En fait, ça a permis aussi une très grande vitalité démocratique. Facebook, Twitter, tous ces blogs, au tournant dans les années 2000 qui ont commencé à fleurir avec Internet, en fait. Internet a amené ça, en fait. C'est-à-dire que, alors c'est vrai que aujourd'hui, c'est plus sur la place publique, ou dans les cafés, c'est sur les réseaux. Et c'est très bien que les citoyens écrivent, se saisissent des problèmes. Et il y a, c'est ce que je vais raconter aussi dans mon livre, il y a une multitude de blogs locaux qui font un travail formidable d'information locale sur ce qui se passe, souvent autour de l'urbanisme, que ce sont des sujets compliqués. Et ce sont des citoyens, parfois ils ont un mandat, mais parfois non, qui vont s'intéresser à un sujet et l'expliquer aux autres, etc. Donc, et voilà, ils n'ont pas leur carte de presse, mais pour moi, c'est des confrères, quoi. Donc, je veux pas dresser, je veux pas dire dresser un tableau uniquement négatif de... Mais vous en revenez à l'écrit. Mais j'en reviens à l'écrit. Ouais, je pense que c'est très important que de ne pas perdre ça. De ne pas perdre l'écrit, effectivement. Et tout ce que ça implique d'écrire, c'est-à-dire de réfléchir aux mots, la syntaxe, la grammaire, l'orthographe, et puis la mémoire, et la culture, quoi. Et la culture. Donc j'en reviens aussi à la culture parce que c'est comme être psychanalyste, être journaliste, on n'a pas besoin forcément... Enfin, aujourd'hui, le cursus obligé, c'est l'école de journaliste, mais moi je pense que c'est bien, l'école c'est très bien, ça apprend des techniques et tout, etc. Mais ce qui fait un bon journaliste, c'est sa culture. C'est le fait de lire la presse, évidemment, mais lire tous les livres qui sortent, pour essayer de comprendre le monde intelligible. La technique n'est pas tout. La technique n'est pas tout, exactement. Et donc, de même que, vous savez bien, à l'école à cause freudienne, que... Lacan a permis aussi qu'on puisse être psychanalyste sans avoir forcément fait des études de psychologie, être diplômé on pouvait être psychanalyste après avoir, en étant historien ou en étant... oui, c'est la question de la psychanalyse laïque. Écrivain, exactement. Et je pense que c'est la même chose pour le journaliste, en fait. Je pense qu'il faut
faut s'autoriser aussi à l'être, mais... Ouais. Bon, mais pas sans engagement, donc. Pas sans engagement et pas sans responsabilité, mais voilà. Bon, peut-être c'est une excellente conclusion pour nous de pouvoir nous arrêter là-dessus. Vous avez évoqué que vous aviez... Comment ? C'est la convergence des luttes, un peu comme ça. Voilà. Vous disiez que vous aviez encore un ouvrage en préparation. Oui. Et donc, on est impatient de sa parution et qu'on pourra le lire et éventuellement en parler à Studio Lacan. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir permis de parler de tous ces sujets et au plaisir de revenir dans votre émission. Très bien, merci. Merci. Et donc, on va passer à la séquence suivante d'actualité de la psychanalyse. Nous accueillons Ligia Gorini et Gil Garose, tous deux psychanalystes et directeurs du 14e congrès de l'Association mondiale de psychanalyse, qui se tiendra donc du 22 au 25 février 2024 en visioconférence, sous le titre « Tout le monde est fou ». Titre provocateur, qui est donc extrait d'un propos de Lacan qu'il a tenu en 1979 et qui d'ailleurs a une suite. Tout le monde est fou, c'est-à-dire délirant. Alors, pouvez-vous nous préciser le contexte de cette citation, peut-être sa portée ? Oui, alors avant de préciser le contexte, ce que je propose d'inviter nos auditeurs à lire aussi le texte d'orientation de Jacques-Alain Miller à ce même congrès, sous le titre « Tout le monde est fou » et qui se trouve dans la revue La cause freudienne numéro 112, mais aussi sur le site du congrès de l'AMP, du 14e congrès de l'AMP duquel on parle là. Alors, donc Lacan écrit cet aphorisme dans un contexte où Jacques-Alain Miller lui a demandé d'écrire un texte pour défendre le département de psychanalyse à Vincennes, qui a été menacé à Paris 8 à l'époque, c'est en 1978, je pense que vous l'avez dit. Pour notre réunion là aujourd'hui, pour notre émission, je suis allé revoir ce texte et j'ai constaté qu'il y a un paradoxe dans ce texte, c'est-à-dire que d'une part, Lacan parle de l'antipathie entre le discours universitaire et le discours psychanalytique, et d'autre part, il dit que vouloir enseigner la psychanalyse est une folie. C'est-à-dire, il défend la psychanalyse dans l'université en disant que c'est une folie. Donc ça, c'est quelque chose qui paraît paradoxal et qu'il faut interpréter comme on fait souvent avec Lacan. Je me suis dit que finalement, ce que Lacan, d'une certaine façon, inverse les choses. Là où on pourrait penser que l'université dit aux psychanalystes, voilà, nous vous donnons une fleur, vous enseignez chez nous. Ce que dit Lacan, les psychanalystes qui enseignent la psychanalyse à l'université tentent de faire quelque chose qui est impossible. Parce qu'on ne peut pas enseigner la psychanalyse ex cathedra dans un contexte où le savoir est universel. Et donc, les psychanalystes font un grand effort et c'est une fleur qu'ils font à l'université. Et c'est ainsi qu'ils défendent la psychanalyse. Alors pourquoi, on peut se dire, pourquoi est-ce que... Enfin, vous devriez me poser la question. Pourquoi est-ce que c'est une folie de vouloir... Pourquoi est-ce que c'est une folie de vouloir enseigner la psychanalyse ? Parce que la psychanalyse, c'est un savoir qui s'extrait du bavardage de l'inconscient de chacun. C'est-à-dire que c'est un savoir qui se construit un par un et qui se transmet en un par un. Donc on peut se former à la psychanalyse, notamment par la cure ou par le contrôle, mais vouloir enseigner ce savoir-là ex cathedra, c'est une folie.
une folie dans le sens où ça écarte le réel qui est en jeu dans ce cas. Alors tout le monde est fou cliniquement, c'est une drôle d'expression parce que la folie, elle est plutôt associée à la psychose. Tout le monde est fou, c'est-à-dire délirant. Le délire aussi est plutôt associé à la psychose. Qu'est-ce que ça veut dire, tout le monde est fou? Ça veut dire que tout le monde est psychotique? Ah ah. Précisément, non. Parce que folie et psychose, bien que Lacan, dans les années 50, a fait plus ou moins équivaloir folie et psychose quand il dit que la psychose, c'est ce qu'on appelle couramment la folie. On voit bien que peu à peu, il va parler plutôt de délire, du délirant, et c'est là où il va placer la folie. Ce qui constitue une folie, c'est de vouloir expliquer, s'inventer quelque chose, comme disait Gil, pour se mettre un peu à l'écart de ce point de réel qui insiste, qui revient, et pour lequel il n'y a pas de mots. Enfin, c'est-à-dire que l'être parlant en tant que tel est fou parce que le symbolique, l'imaginaire, tout ce que nous faisons du matin au soir, de lire, payer nos factures, tout ça, c'est une façon de dormir pour ne pas être en contact avec le réel qui est une source d'angoisse. Lacan dit que l'angoisse est un signe du réel. On comprend que ce réel, cette chose qui ne s'attrape pas par le langage, c'est une source d'angoisse. Je peux ajouter quelque chose par rapport brièvement, parce qu'on déborde, mais ah oui, allons-y. Non, je pensais au tout le monde est fou et ses résonances avec cette tendance actuelle à la dépathologisation. Parfait. Tu vois, parce que, enfin, dire tout le monde est fou... On y pensait aussi. Ah oui, c'est pas la même chose que dire, par exemple, tout le monde est normal. Tu vois, enfin, cette tendance actuelle va... vers un effacement de la frontière entre le pathologique et le normal. Alors que le « tout le monde est fou » de Lacan accentue le côté boiteux de tout un chacun. À chacun sa folie, enfin, à chacun sa manière de répondre précisément à ce qui rate, et toujours et à chaque fois. Et alors, pardon. Alors par rapport à ce point-là, oui, on vous laisse pas poser des questions, mais enfin, par rapport à cette dépathologisation évoquée par Ligia, on peut aussi le dire autrement, c'est-à-dire que jusque-là, le symptôme a été considéré comme un signe d'une souffrance. Ce qu'on constate aujourd'hui, Jacques-Alain Miller dit dans le texte que j'ai évoqué là que le droit l'emporte sur le tordu. Alors, on pourrait dire aussi que la logique du droit prend le pas sur la clinique. C'est-à-dire que là où le symptôme était considéré comme une source de souffrance, il est devenu le même signe, le même trait est devenu un trait d'identification de groupes. Par exemple, il y a les groupes des entendeurs de voix. On aura bientôt une émission de radio sur Studio Lacan sur les entendeurs de voix qui se regroupent autour de ce signe, non pas comme un signe de souffrance, mais un signe d'appartenance à un groupe, un trait d'identification. Oui, oui. Bien que le thème est un nouage entre la dimension clinique et déjà une forte interprétation du malaise dans la civilisation. Voilà. Et donc ce congrès aura lieu, on le rappelle, du 22 au 25 février 2024, en visioconférence. On aura sûrement l'occasion encore d'en entendre parler, et à la fois dans Studio Lacan et via d'autres médias, puisqu'il y a un site internet, il y a... Alors je voudrais seulement dire une chose, c'est que c'est pas parce que c'est en visioconférence qu'il n'y a pas de limite de place. Parce que pour faire un congrès en visioconférence, il faut louer les services d'une plateforme ou faire un abonnement Zoom, etc. Et donc, c'est limité.
Les places sont limitées. Je dis ça, je dis rien. Mais donc voilà. inscrivez-vous vite en Ça, j'ai suivant pas dit le ça. lien J'ai pas qui dit ça. s'affiche. J'ai dit seulement les places sont limitées. Bon, merci Voilà. beaucoup Un et grand bon merci. vent au prochain congrès de l'AMP, donc de l'Association mondiale de psychanalyse. On va clôturer l'émission d'aujourd'hui là-dessus. Studio Lacan vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Thank you.